pour notre 6e gazette. J'ai fait une longue pause de environ, je dirais, 3 semaines. Notamment parce que j'étais censée être en vacances pendant une semaine. J'avais quelqu'un qui venait à la maison et je suis tombée malade. Après, j'ai chopé le Covid. Du coup, 2 semaines de pause en plus. Donc, du coup, j'ai loupé 3 semaines de sortie. Je vais pas les refaire. Je vais pas les couvrir. Je vais pas les sortir sur YouTube plus tard. Ça serait beaucoup trop long de rattraper 3 semaines de sortie. Ça devrait... Enfin, ça représenterait au moins une dizaine d'heures de travail. J'ai un petit peu la flemme de le faire. Donc, c'est pas grave. Cette semaine, on se retrouve pour, du coup, les sorties entre le 5 et le 8 mai. Je crois. Oui, c'est ça. Et je suis actuellement en stream, sur Twitch, comme tous les lundis. Commençons par la littérature. Attendez, hop, j'ai oublié d'ouvrir mon fichier. Cette semaine, on a pas mal de sorties. J'en ai une trentaine. J'en ai enlevé un, parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais je peux pas me permettre de tout couvrir. Clairement, je peux pas. Donc cette semaine, on a pas beaucoup de littérature, je dirais, générale. On a beaucoup de policiers, de jeunesse. Enfin, on a beaucoup d'un peu tout, sauf de littérature. Mais encore, c'est parce qu'à mon avis, j'ai dû en enlever, que j'ai seulement fait... j'en ai seulement pris 2 ou 3. Par contre, cette semaine, on a la chance d'avoir de la science-fiction. Et oui. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois seulement sur les 6 gazettes qu'on a fait. Du coup, qu'on a de la science-fiction. C'est plutôt pas mal. Parce que ça faisait longtemps. Donc, on commence par la littérature générale. Première œuvre qui me tente bien, entre guillemets, parce que c'est une œuvre à la fois littérature et historique. Donc ça, à mon avis, il y a un petit peu de fiction dedans. Je pense qu'ils ont... comment dire ça, peut-être rajouter des choses dans l'histoire. Enfin bref, je ne sais pas, j'ai pas lu le livre. Mais commençons par Aliénor, Reine captive, qui sort le 4 mai. Donc c'est dans 2 jours, 736 pages, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça raconte en fait l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Donc celle du XIIe siècle, celle qui habitait en France. Enfin bref, pour ceux qui connaissent un peu, ça peut peut-être vous intéresser. Je ne sais pas la qualité de l'histoire, enfin comment dire, la qualité des faits historiques relatés dedans. Je ne sais pas si c'est très bien écrit. Donc, attendez, je crois que j'ai un bug. Oui, voilà. Avec mon fond d'image là qui faisait n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a ma souris ? Attendez, il y a vraiment un bug comme ça là ? Alors, pourquoi ça me fait ça ? C'est bien gentil, mon pote, mais j'ai pas besoin que tu bugs. Je paye pas le truc super cher pour que tu bugs. Hein. C'est pour ça, moi. Donc, je disais, si vous aimez les histoires un peu... Enfin, je sais pas du tout si c'est de la fiction. Hein, je vais vous lire le résumé. Enfin, bref, c'est édité par Hauteville. Je ne connais pas. Donc, faut voir la qualité du travail de l'éditeur, de l'auteur. Et aussi savoir la part d'histoire qui a été mise dans l'histoire. Enfin bref, la part d'histoire de faits historiques, pardon, qui a été mise dans l'histoire. Donc je vais vous lire le résumé. En 1152, Aliénor d'Aquitaine est encore jeune et belle et traverse la France à cheval pour fuir son mariage brisé avec le roi Louis VII, pardon. Désormais, elle n'a plus qu'un seul but, retrouver son cher duché et épouser l'homme qu'elle aime, Henri Plantagenet, destiné à devenir un grand roi d'Angleterre. Mais le caractère fougueux de ce dernier va engendrer de nombreux conflits, notamment avec ses fils qui n'hésiteront pas à prendre les armes contre lui, et surtout avec Aliénor pour qui il devra faire le choix le plus tyrannique de toute son existence. Donc la manière dont c'est fait, en gros ça rajoute un peu de romance et ça prend le personnage d'Aliénor d'Aquitaine comme central. Ça peut être sympa, encore une fois moi j'ai tendance à être très pointilleuse sur les romans historiques. Parce que je n'aime pas quand on prend des choses et qu'on les modifie, qu'on rajoute des choses qui n'ont rien à faire dans l'histoire ou des je sais pas, des questions de logique historique et qu'on prenne par exemple un langage, je dirais, familier alors que c'est une histoire historique et qu'on est au XIIe siècle. J'ai envie de dire, ça colle pas quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça peut être intéressant. Ensuite, il nous restera ça de Virginie Grimaldi. 396 pages, éditeur Fayard. Je ne connais pas Fayard, ça fait penser à Bayard, hein, mais je ne connais pas Fayard. Disponible le 4 mai 2022. Je crois que je connais déjà l'auteur, j'ai déjà dû voir des livres. Elle en a fait pas mal. Donc, étant donné que c'est marqué la romancière française la plus lue depuis 2019, bon, j'ai tendance à dire, allez-y, ça doit être sympa. Mais ça bug encore, mais c'est incroyable ça. Ça bug encore.
Oh là là. Si je reste comme ça va pas être très joli. Ça ne va pas être très joli. C'est peut-être parce que je suis... non. Voilà. Si je suis plus en F11, ça marche mieux. Je vais vous lire du coup le résumé. Désolée pour les bugs, mais d'habitude ça galère pas en fait. Je n'ai aucun souci avec le logiciel. Avec le site plutôt qui fait mes diapos. Si vraiment ça pose problème, je changerai à l'occasion de logiciel. Alors, j'irai faire sur un autre site. Bref, le résumé de l'œuvre. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon Gouailleur, c'est quoi ce mot, je connais pas, pardon, et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Ok, j'aime bien le concept de réunir des gens qui n'ont rien en commun. Et de ces rencontres en fait qui vont du coup modifier leur vie, chambouler un peu leur vie. J'avoue que j'aime bien. Après, je suis pas trop fan de littérature générale. Je trouve ça chiant, moi, personnellement. Après, ça dépend comment c'est écrit. Mais je préfère quand même le fantastique en général. Nous terminons la catégorie littérature avec Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy. Attendez, ça bug encore. Hein. C'est incroyable. Est-ce que je peux pas le... Je peux pas le télécharger, Non, je peux pas le télécharger. Standard, lecture automatique, vue présentateur. Si je fais lecture... C'est pas la lecture auto qui bug. Hein. Donc je disais, Les hommes ont peur de la lumière, Douglas Kennedy. Je crois que c'est une réédition. Je ne suis pas sûre, je me rappelle plus. Mais il existe peut-être déjà une édition de cette œuvre-là. Parce que généralement, il y a la sortie Bureaucher, donc les grosses éditions vers 15 € qui sortent d'abord, et après la version poche. Ça, c'est pas une version poche. Donc c'est peut-être une première édition, je ne sais pas. Bref, 264 pages, c'est pas très long, mais pour ceux qui préfèrent, c'est bien. Il y a des moments, t'as pas trop envie de lire un livre qui fait 500 pages. Hein. Éditeur Belfond, disponible le 5 mai, je voulais le résumer. Après une vie passée à courir les routes en tant que commercial, Brendan est maintenant obligé de faire le chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et perpétuellement embouteillée. Entre les soucis d'argent, la crainte des mauvaises notes de ses clients et son mariage qui bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de répit grâce à sa fille Carla, une féministe engagée avec laquelle il entretient une grande complicité. Alors qu'il dépose une cliente devant une clinique pour avortement, Brendan est témoin d'un violent attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. Cet homme discret et sans histoire va soudain se retrouver au cœur d'un conflit d'une grande violence entre des intégristes religieux, des hommes d'affaires sans scrupules et des féministes bien décidés à défendre leur cause. Un conflit dont il ignore encore que les ramifications touchent jusqu'à sa propre famille. Je dirais que c'est une histoire un peu centrée sur ce qui se passe en ce moment. Enfin, vous savez, les gens qui ne sont pas d'accord pour l'avortement, les thèmes de la société, les pro-religieux. Enfin, je trouve que ça se mélange bien avec la société de maintenant. À voir si c'est bien écrit. On passe à la jeunesse. Non, au policier, pardon. Je suis tellement pressée d'aller dans ma jeunesse. On commence avec La Cité hantée de Douglas Preston et Lincoln Child. Je suis pas trop policier, je vous l'ai dit. Après, je pense qu'il y a certains types de policiers qui pourraient m'intéresser. Donc là, on est plutôt du type, je dirais, très standard. On a un enquêteur, un inspecteur, comme d'habitude, c'est marqué sur la couverture. Hein. Une enquête de l'inspecteur Pendergast. Donc 448 pages, c'est pas mal. Disponible le 5 mai, et bien sûr, c'est les éditions de l'Archipel qu'on a déjà rencontrées. Je vous lis le résumé. L'inspecteur Pendergast du FBI est appelé en Géorgie, où des corps sont découverts vidés de leur sang. En proie à la panique, les habitants craignent le retour d'une créature qu'on croyait n'appartenir qu'à la légende, le vampire de Savannah.
Épaulé par sa pupille Constance et l'agent Cold-Moon, Pendergast explore une autre piste qui le mène à la disparition d'un certain D.B. Cooper, 50 ans plus tôt. Cet homme avait sauté en parachute d'un avion et prêtre s'est fait remettre 200 000 $ pour ne plus jamais réapparaître. Mais avec Pendergast, les forces surnaturelles du mal ne sont jamais loin. Et c'est un adversaire aussi redoutable qu'inconnu, donc imprévisible qu'il devra combattre, même s'il lui faut pour cela affronter certains démons de son passé. Donc c'est, je dirais, assez typique, une histoire un peu bizarre, des meurtres un peu étranges. Ça rappelle des enquêtes déjà passées, des trucs comme ça. Bon. Voilà, si vous connaissez l'auteur, ou les auteurs, si vous avez déjà lu des œuvres et que vous aimez bien, moi je vous dis, allez, foncez. Hein. Là, on arrive dans un policier peut-être que je vais plus aimer. Une enquête de Béatrice Hyde-Clare, tome 1, une insolente curiosité de Lynn. Ah bah attendez, je me suis trompée. J'ai pas modifié l'écriture là. Bah alors, je fais pas bien mon travail. Ça y est, ça rigole plus. Attendez, je vais vous le retrouver. Hop. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vérifier en fait le PowerPoint parce que je devais lancer le stream. Hop, on n'a rien vu. Mais je vais juste vérifier que les autres sont bons. Ouais, non, mais c'est juste celui-là. Ok, on n'a rien vu. On n'a rien vu, les petits potes. Donc, je disais une enquête de Béatrice Hyde-Clare, une insolente curiosité de Lynn Messina, 344 pages, édition Les Escales, disponible le 5 mai. La couverture laisse déjà pressentir ou donne déjà une bonne idée de la période à laquelle ça se passe. C'est plutôt 18-19e siècle. Comment on appelle ça en français plutôt la période de Regency. Si vous avez déjà vu un peu, je sais pas... Par exemple, si vous avez lu les Chroniques de Bridgerton, ou si vous avez vu la série, c'est un peu le même période. Ça se reconnaît aux tenues, aux chinois, tout ça, aux couleurs, aux dessins. Donc, je vais vous lire le résumé tout de suite. Il est ici. Rien ne gâche mieux une fête qu'un meurtre sanglant dans la bibliothèque. Béatrice Hyde-Clare détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place. Mais quand Béat trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley, dans la bibliothèque de la demeure des Skeffington, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Kisgrave. Ouais, donc c'est les Chroniques de Bridgerton, mais version policier, quoi. Avec un peu de romance avec le duc et aussi un peu de policier, de meurtre, tout. Ça a l'air sympa. Faut voir la qualité, en fait, de l'écriture, tout simplement, parce que le résumé est pas mal. La couverture est sympa. Après, c'est ce qu'il y a d'écrit dedans, c'est pas terrible. Bref. Je ne connais pas, je ne peux pas vous conseiller, mais en tout cas, si vous aimez ce genre de type d'enquête policière, allez-y, foncez. Suivant, alors c'est Vie et mort de Lucy Lovelace. J'aime beaucoup la couverture, j'avoue que... Encore une fois, ça fait un petit peu penser 18-19e siècle, notamment avec le manoir, le beau manoir en anglais, français, j'en sais rien, mais le très beau manoir, les grilles en fer forgé comme ça, c'est très joli. Je ne connais pas l'auteur Laura Shepherd Robinson, je ne connais pas. En tout cas, j'aime le titre, j'aime la couverture. Je ne connais pas l'éditeur non plus, 10-18, je ne connais pas. Je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais en tout cas, ça me donne envie. Et je vais vous lire le résumé tout de suite. Londres, 1782, par une nuit d'été, Caroline Corsham tombe sur l'une de ses amies mourantes, venue agoniser dans ses bras en lui murmurant un énigmatique, il sait. Caroline comprend bientôt que son amie lui avait menti. Lucy Lovelace, de son vrai nom, était la prostituée favorite d'un club d'hommes puissants. Lorsqu'il apparaît que magistrats et notables ont davantage intérêt à étouffer le crime qu'à le résoudre, Caroline engage un voleur privé, Peregrine Child, pour trouver l'assassin de Lucy. Il fouillera jusqu'au tréfonds de la société georgienne, au cœur d'un monde d'artifices, de tromperie et de vie secrète.
Des désillusions et hypocrisie, Caroline lèvera le voile sur tout un monde, celui où les hommes peuvent emmener de belles courtisanes au théâtre et coucher leurs fils adultérins sur leur testament. Un monde où les femmes, elles, payent de leurs honneurs tous les désirs dont elles sont l'objet, jusqu'à y perdre la vie. Alors j'aime beaucoup le résumé. J'aime beaucoup le résumé. Ça veut pas dire que je vais le lire, mais j'avoue que le résumé donne envie. La couverture donne envie. C'est quelque chose qui est très... Comment dire ça? Une prostituée qui a été tuée ou qui a... Voilà, ou bien une amie de la prostituée qui va essayer de révéler la vérité aux yeux de tout le monde. Je dirais que c'est quelque chose d'assez commun. On trouve ça régulièrement dans la littérature. Faire un peu la justice soi-même, comme on l'a vu avant avec Béa qui va chercher un peu le suspect, tout ça. Enfin, c'est très commun. Mais là, c'est une question aussi d'amitié et de vengeance, en fait, et d'hommes qui sont corrompus, en fait, tout simplement. Enfin, moi, ça me tente bien. Suivant. Miss Sharp Détective Meurtre à Sunset Hall de Léonie Swan. 496 pages. Édition Niels ou Niels Edge, comme vous voulez. Disponible le 5 mai. C'est un peu dans le même genre que les deux qu'on a vus avant. Sauf que le personnage est un peu plus vieille. Agnès Sharp avait déjà bien assez de soucis avec sa hanche, le remonte-escalier et ses entreprenants colocataires. Elle n'avait pas besoin de ce cadavre dans la grange, ni de cet autre cadavre dans le jardin de ses voisins, mais il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas se fier à l'air idyllique de la campagne anglaise, un perfide meurtrier a les vieilles dames dans le collimateur. Sans traîner, Agnès et ses petits camarades se lancent à la poursuite de l'assassin. Une enquête qui les mènera non seulement sur le sol glissant de la salle paroissiale, mais aussi dans une douteuse maison de retraite, et enfin dans les profondeurs de leur propre passé, car eux aussi ont leurs petits secrets. Alors c'est rare d'avoir un personnage principal âgé, on va dire. Mais ça peut être intéressant. Et on finit sur du grand nom, bien sûr. Parce que pour ceux qui ont l'habitude du policier, Franck Tillier, c'est un grand nom. C'est un auteur qui a énormément écrit en policier. Je n'ai jamais lu personnellement, mais je pense que c'est de très bonne qualité quand même. Donc, 1991. Il y a 552 pages, ce qui est plutôt raisonnable quand même. Hein. Surtout pour du policier, il faut prendre son temps. Disponible le 5 mai, je vous lis le résumé tout de suite. La première enquête de Frank Charcot. En décembre 1991, quand Frank Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, il comprend rapidement que ses années d'expérience à s'occuper de la petite délinquance du Nord ne lui serviront à rien. Ici, il a tout à réapprendre. Dès son arrivée, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre, avec un regard neuf, l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 1986 et 1989, 3 femmes d'une trentaine d'années ont été enlevées dans les parkings de leurs immeubles et retrouvées dans des champs en banlieue, violées et frappées de multiples coups de couteau. Malgré des centaines de convocations de nuits blanches de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Alors l'enquête continue en arrière-plan. Charcot y consacre tout son temps jusqu'à ce qu'un soir, un homme paniqué se pointe au 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées au menton, la tête enfoncée dans un sac en papier marron et reposant lourdement sur la poitrine. Une photo derrière laquelle une adresse a été écrite à la machine. Lorsque le jeune inspecteur décide d'aller y effectuer un contrôle d'usage, elle tombe sur une scène de crime tout aussi intenable qu'incompréhensible. Le résumé est un peu long quand même. Je pense que c'était surtout pour bien poser l'histoire, les prémices ou le contexte de l'histoire. C'est un peu long. Après, pour ceux qui connaissent déjà l'auteur, je vous l'ai dit, foncez quoi, comme d'habitude. On arrive à la jeunesse avec le concours de cabane. Alors, la couverture est un peu fouillie. Mais maintenant que je l'ai en plein écran, je le vois mieux en fait. Donc, c'est très joli. Hein. De Camille Garroche, 40 pages. Donc, c'est un album jeunesse édité par Little Urban. Il sort le 6 mai 2022. Je vous lis le résumé. La finale du concours mondial de cabane arrive à grandes pattes. Vous voici conviés par une grue globe-trotteur pour un voyage au cœur des arbres les plus fascinants. Les enfants du monde entier ont rivalisé d'ingéniosité pour imaginer la plus incroyable des cabanes.
À noter qu'il est possible de voter en fin d'album pour sa cabane préférée. Donc c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une découverte de cabane. Il n'y a pas de A à Z une histoire à suivre, mais ça a l'air sympa. C'est apprivoiser les images différemment pour la jeunesse, quoi. Le suivant, c'est Colombe à l'hôtel du lac, tome 1, le début d'une nouvelle vie, de Sophie Rigal, je ne sais pas, Goulard. Un roman junior de 200 pages édité par Rajo qui sort le 4 mai 2022. Colombe a 12 ans. Elle aime observer les autres et sent quand ils lui cachent un secret. Ses parents, qui viennent de racheter l'hôtel du lac sur les rives du lac d'Aix-les-Bains, accueillent leur premier client cette fin d'été. Serviable, attentive, elle se lie avec Meredith et Paul. Bientôt, Colombe découvre, grâce à son jeune frère Caspar, que l'annexe de l'hôtel abrite un étrange bric-à-brac. Le soir, elle aime se réfugier dans sa chambre au nid au dernier étage, où un faucon la rejoint parfois. Là, des songes l'assaillent, nuit après nuit. Bon, ça ne dit rien du tout, c'est... Le résumé était pas très bien tourné, je trouve. Je pense que c'est simplement une fille qui découvre un autre endroit où elle vit. Et elle découvre l'hôtel, elle découvre les environs. C'est Noël vie, ouais, tout simplement. Pour ceux qui aiment les petites aventures, changement de cadre, où c'est des jeunes qui déménagent et qui découvrent autre chose que leur ancienne vie, ça peut être intéressant. C'est du roman. Moi, je pensais que c'était un album au début, mais c'est du roman. Le suivant, c'est Kiki la petite sorcière, tome 6, le grand départ. Alors, je savais pas du tout que, Kiki la petite sorcière avait été adaptée en roman. Surtout qu'en plus, normalement, c'est un film, c'est un Ghibli. C'est un film, il n'y a pas de suite, il n'y a rien d'autre. Donc, je suppose que là, ça sort un peu de... Bah, du coup, en fait, ça sort du contexte du film. Ça a été fait par Eiko Kodono, pardon, il y a 368 pages, c'est plutôt pas mal. Pour un roman junior, c'est pas mal hein, quand même. C'est disponible le 4 mai, je vous lis le résumé. Alors, 15 années se sont écoulées dans la petite ville de Koriko, et la vie de Kiki a bien changé. Désormais mère de famille, la jeune femme s'inquiète de l'avenir de ses enfants. Alors que sa fille Nini ne semble manifester aucun intérêt pour la magie, son garçon Toto brûle l'envie, lui, de devenir une sorcière. Pourtant, ce talent ne se transmet que de mère en fille. En quête d'identité et de sens, les jumeaux vont emprunter des chemins bien différents pour comprendre et accepter la nature de leur héritage. Alors, c'est dommage qu'ils aient fait ça en roman, et pas plutôt en roman graphique, parce que, bon, ça aurait été plus chiant, on va pas se mentir, s'ils avaient dû en plus avoir un dessinateur, ça aurait été plus chiant, parce que du coup, là, il n'y a que le scénario, enfin, il n'y a que le roman, il n'y a que l'histoire. Parce que Kiki, c'est très joli, en fait. Quand on a regardé le film, les personnages sont très mignons. Du coup, se limiter à en faire qu'un roman et pas une bande dessinée ou un roman graphique, c'est dommage. On perd un peu ce petit truc en plus, quoi. Enfin, bon, ça peut valoir le coup. Si vous avez aimé le film, bah, vous savez qu'il y a 6 tomes avant celui-là. Qui peut-être va faire un peu voyager vos enfants qui, eux, ont aimé les Ghibli. Voilà. Je ne sais pas. On arrive à la suite avec Pax, le chemin du retour. Donc, c'est le tome 2. Il y en a eu un premier, j'ai oublié le nom, mais il y a eu un premier tome avec Pax aussi. Ça a été fait par Sarah Pennypacker, 288 pages, c'est pas mal. Édité par Gallimard Jeunesse, donc c'est un roman junior, disponible le 5 mai. Hop, je vous lis le résumé. Bah, j'en ai pas de résumé en fait, j'ai rien dit. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça raconte, allez voir le résumé du premier. Vous tapez Pax ou Sarah Pennypacker et vous allez trouver le premier tome. Voilà. Mais c'est mignon, j'aime beaucoup la couverture, le dessin un peu simpliste, un peu fait à la main. Mais d'après ce que je me souviens, dans le premier tome, Pax était tout seul. Mais là, il a un petit renard avec lui, ou un petit chien, je sais pas trop. Mais ça a l'air d'être plutôt un renard. Donc je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup la couverture, c'est très joli. On arrive sur Shaman, tome 2. Encore une fois... Merde. Pardon. On arrive... Mais ça bug, vous voyez le machin, là? Ça fait tout bizarre. Attendez.
Voilà, on va faire ça. Comme ça arrêtera de bugger. Shaman tome 2, Catherine Queneau, 300 pages. Je ne connais pas du tout Shaman. Mais j'aime bien la couverture. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt un coffret. Édité par Ozu. Roman adolescent. Roman adolescent, c'est à partir de 12 ans, je crois. Hein. Disponible le 6 mai. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Isidora est de retour en France. Loin du danger, elle doit apprendre à dompter ses pouvoirs et reprendre sa vie, aussi normale que possible. Mais Miguel est si loin, resté au Chili. Lorsque son grand-père meurt dans de terribles circonstances, Isidora est certaine que ce n'est pas un accident. La menace des sorciers de la confrérie plane encore sur elle et sa famille. Heureusement, Miguel et le mystérieux cercle sont prêts à l'aider à lutter contre le mal de la confrérie. Isidora n'a plus le choix, elle doit fuir et continuer sa formation de chamane si elle veut survivre et surtout sauver les siens. Écoutez. Ça a l'air d'être un garçon sur la couverture et pourtant ça a l'air d'être une fille, le personnage principal. Je suis confuse. Donc il y a un premier tome qui est sorti il y a pas longtemps, probablement quelques années. Je ne connais pas du tout. Très mystérieux encore une fois, un personnage qui a l'air d'être jeune, qui doit suivre une formation. C'est très commun dans la jeunesse d'avoir des personnages qui suivent des formations comme ça. Après, le résumé n'en dit pas grand-chose, encore une fois, étant donné que c'est le tome 2, forcément. Mais si ça vous intéresse, allez chercher le tome 1, lisez le résumé, peut-être que ça vous donnera plus envie que le tome 2. Hop, on va mettre sur pause. Non, ça bug. Voilà. Alors, celui-là, il est particulier parce que c'est une auteure que je vois souvent quand je vais en librairie. Quand je vais en librairie ou tout simplement quand je fais les courses et que je tombe sur des livres. Mary Pearson, c'est une auteure qui a fait pas mal de livres déjà. Et c'est toujours la couverture de ces livres qui me marquent en fait. Pourtant, j'ai jamais acheté, mais j'ai toujours eu envie. Donc là, on a The Remnant Chronicles, tome 2, The Heart of Betrayal, le cœur de la trahison, pour la traduction en français, même si théoriquement, c'est pas traduit en fait. Donc, 480 pages, édité par La Martinière Jeunesse. C'est un roman adolescent. Je voulais le résumer tout de suite. Pour échapper à un mariage arrangé qui l'aurait privé de sa liberté, Lia s'était enfuie le matin de ses noces. La voici rattrapée par son destin de princesse et incarcérée à Venda, territoire de redoutables barbares. Loin de chez elle et sans aucun espoir de s'échapper, Lia ne sait à qui faire confiance. Raph, le garçon qu'elle aime, lui a menti, mais il a aussi sacrifié sa liberté pour elle. Quant à Kaden, elle a découvert qu'il était en réalité un assassin envoyé pour la tuer. Il lui a pourtant sauvé la vie en faisant croire à Commissar, le tyran qui règne sur Venda, qu'elle avait le don de seconde vue. Et ce mensonge a pris une ampleur qui la dépasse complètement, car aux yeux du peuple de Venda, elle pourrait incarner la sauveuse d'une très ancienne légende. Tiraillée entre deux hommes, contrainte de jouer la comédie, Lia devrait faire des choix qui détermineront son avenir, mais aussi le destin de tout le continent. C'est le livre 2. Donc forcément, c'est ceux qui n'ont pas lu le premier tome, ils vont peut-être pas accrocher tout de suite. Alors j'avoue que cette histoire-là me botte pas trop. Mais il y en a une autre, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle en a fait pas mal d'autres en fait avant et ça me tentait un peu plus. Donc ceux qui connaissent déjà Mary Pearson, eh ben, je vous conseille de lire ce tome 2. Voilà. On arrive aux comics. Ah mais c'est incroyable ça, le truc galère complètement. Attendez, je vais refresh la page. Hop. C'est pas normal que ça galère. Bref. Ok, c'est bon, ça marche. Donc on arrive aux comics et on commence avec Doctor Strange, le crépuscule de la magie. De Jason Aaron, Chris Bachalo, Kevin Nowlan et Kev Walker. 552 pages. C'est plutôt gros hein, pour un comics édité par Panini Comics, disponible le 4 mai 2022. Je vais vous lire le résumé. C'est des très courts résumés pour les comics. Hein. Stephen Strange est le sorcier suprême de l'univers Marvel. Hélas, il a oublié certaines leçons de son ancien maître, et tous les mages de la Terre risquent d'en subir les conséquences. Est-ce la fin de la magie? Pour survivre, le Docteur Strange va devoir prendre les armes. Voilà. Donc, il y en avait pas mal d'autres qui sortaient sur Doctor Strange cette semaine, mais je n'ai pas admis parce que je me suis dit que c'était répétitif.
Si vous aimez Doctor Strange, bah, sachez qu'il y en a au moins 2 autres qui sortent aussi dans la semaine. Et si vous avez envie de les découvrir, bah, il suffit d'aller sur Panini Comics pour connaître toutes les sorties. Voilà. Le suivant est un peu particulier. Non, ça bug encore. Ça bug encore, les potes. Hop. Donc celui-là, il est un peu particulier. J'ai hésité à le mettre, mais je trouvais ça vachement drôle. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une BD à Iron Maiden, enfin un comics à Iron Maiden. Quand j'ai dit ça à mon copain, lui qui adore le groupe, il a rigolé, il a fait ouais, c'est pas étonnant hein, qu'il y ait un peu de goodies comme ça sur Iron Maiden. Du coup, c'est le tome 2, l'héritage de la bête. Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, le personnage qu'on voit là, il s'appelle Ed. Mais c'est incroyable que le machin il bug comme ça. Bon, on va laisser comme ça, tant pis, ça bug trop. Donc je disais... Ah bah non, c'est vrai, il y a ma caméra, attendez. Hop, voilà. On va laisser comme ça, ce sera plus simple. Donc je disais à Iron Maiden, en fait, le personnage qu'on voit là, c'est en fait... Ah mais vous voyez pas, moi, du coup, ma souris. C'est la mascotte, en fait, du groupe. Voilà, tout simplement. C'est la mascotte et il s'appelle Ed. Donc c'est pour ça que c'est le personnage central. Il n'y a pas de résumé. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir, il y a un premier tome. Pour ceux qui s'en foutent et qui trouvent ça très moche, passez votre chemin. Moi je ne trouve pas ça particulièrement très beau non plus. Donc on arrive avec Jonah ou Yona, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est le tome 2. Donc du coup encore une fois, il y a beaucoup de sagas qui se suivent hein, cette semaine. C'est pas beaucoup de sorties, je dirais, de nouvelles sorties. Donc, Jonah ou Yona, je sais pas comment ça se prononce, tome 2 de Chris Samsey et Laura Samsey. Samni, pardon. 120 pages, plutôt pas mal. C'est correct hein, pour un comics. Édité par 404 éditions. Donc, c'est la première fois qu'on retrouve 404 éditions. Je ne pensais pas qu'ils distribuaient leurs livres à d'autres, en fait, que leur propre site. Donc c'est plutôt cool. Disponible le 5 mai, je vais vous lire le résumé. Allez. Jonah et Rainbow poursuivent leurs aventures et font face à la monstruosité des hommes. Une fois leur havre de paix détruit et les filles sont reparties, elles ont suivi une piste menant à une ville sous terre cachée dans les vestiges brisés d'une puissante forêt de séquoias, attirées par l'histoire réconfortante d'une nouvelle communauté dans laquelle leur père aurait pu trouver refuge. Mais pour Rainbow et Jonah, la vie dans cette nouvelle grande ville est déroutante. Si Jonah trouve la célébrité dans les arènes dans lesquelles elle combat d'horribles monstres géants, Rainbow, elle, explore le nouvel environnement à la recherche d'un peu de gentillesse, mais elle doit faire face à de nouveaux mystères. Donc c'est 2 sœurs, je suppose. Ou 2 amis, je ne sais pas. On connaît pas l'histoire de base, forcément, vu que c'est le tome 2. Pour ceux qui aiment bien ou qui sont attirés par les couleurs... je vous conseille. Voilà. Je vous conseille de foncer. Mais le truc est complètement cassé. C'est incroyable. Attendez. Alors. Comment est-ce que... Pourtant, tout à l'heure, ça marchait très bien. Suivant. Et c'est le dernier des comics. Moon Knight, le fond. Je ne connais pas Moon Knight. Ça marche pas. Hein. Le truc galère complètement. Je suis désolée. Bon, bref. Charlie Huston, David Finch. Il y a aussi Suyan et Coker. Mais je les ai pas eus quand j'ai fait le truc. Donc je sais pas si c'est des dessinateurs ou 352 pages. C'est plutôt pas mal hein, quand même. Panini Comics comme d'habitude. Je vous lis le résumé tout de suite. Mark Spector, alias Moon Knight, a remporté une grande victoire contre son ennemi juré Bushman. Mais le prix à payer est terrible car Spector se retrouve en fauteuil roulant. Pas facile quand on est un justicier nocturne obéissant aux ordres de Khonshu, le dieu de la lune. Cet incident va-t-il détruire une psyché déjà fragile ? Je ne connais mais alors pas du tout. On va rester comme ça, désolé. Hein. Je ne connais mais alors pas du tout. Je peux pas vous en dire. Pour ceux qui aiment les Marvel et les comics dans ce genre-là, je dirais que ça ressemble plus à DC qu'à Marvel. Là, c'est complètement buggé le truc. Hein. Incroyable.
Je pense que c'est le plein écran qui fait ça. Bref, bon. On passe au manga. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine, contrairement à d'habitude. Là, vraiment, on n'en a pas eu beaucoup. On a juste Naruto, tome 1, édition Hokage. Donc, je vous donne pas le résumé. Tout le monde connaît Naruto. Et là, je pense que c'est une édition particulière. J'ai pas trouvé en quoi. Mais 440 pages, c'est énorme. Donc, à mon avis, ils ont rajouté énormément d'informations. Je sais pas, peut-être des dessins particuliers qui ont été faits en plus. Je ne sais pas. Donc, pour ceux qui aiment bien Naruto, je vous l'ai dit, allez-y, c'est une nouvelle édition, ça peut peut-être vous intéresser. Et il y a le tome 2 qui sort en même temps aussi. Le deuxième manga, c'est Le Roi Cerf, de Taro Sekiguchi, 300 pages, édité chez Casterman, j'ai oublié le résumé. Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux Solitaires. Défait par l'empire de Zol, il est depuis lors prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteur d'une mystérieuse peste. Seul rescapé du massacre, Van et une fillette Yuna parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leur existence, il mandate Ossal, un prodige de la médecine, pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Ossal et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. J'avoue que j'aime beaucoup les couleurs utilisées, mais vous savez, j'adore le bleu. Et le dessin, je trouve ça très joli. Et ça dit 1 sur 2. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a un deuxième tome qui va sortir. Personnellement, moi je trouve ça très joli. On arrive à la BD qui en a un peu plus cette semaine. Mais toujours un peu moins que d'habitude. Vraiment, c'est... Comment dire ça? Je pense que on a plus de policiers, on a moins de jeunesse, mais du coup ça compense parce qu'on a un petit peu plus de fantastique et de science-fiction. Donc on commence avec Les Voleurs de Carthage, l'intégrale du coup. Je suppose que ça a potentiellement déjà été édité, mais en différents tomes. 3, 4, je sais pas combien il y a de tomes. Là, on a 112 pages, donc potentiellement 2 livres. Ça représente à peu près 2 tomes. Écrit et dessiné par Apollo et Hervé Tancrel. Édité chez Dargo, je vous l'ai résumé. Alors que la ville de Carthage subit l'invasion romaine, Orodamus le Gaulois et Berkane le Numide, 2 personnages hauts en couleur, vont croiser le chemin de Tara, une jeune femme à l'esprit vif et agile, issue d'une guilde de voleurs. Les 3 lascars formant de profiter de ces heures de chaos dans la ville pour réaliser le casse de l'Antiquité, celui du trésor du temple de Tanit. Alors j'avoue que la femme sur la couverture me fait des drôles de yeux. Mais j'avoue que l'histoire un peu, elle se situe dans un contexte assez original. Voilà. Moi ça me tente pas, mais je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes quand même. Alors celui-là il est particulier. J'ai hésité, je savais pas trop où le mettre en fait, parce que c'est un roman graphique. Mais c'est pas pour jeunesse non plus. C'est pas vraiment un littérature générale non plus, parce que c'est graphique, donc il y a beaucoup d'images. Donc je l'ai mis en BD. Donc La Louve boréale de Nuria Tamarit. 216 pages, édité par Sarbacane, disponible le 4 mai. Je vous lis l'histoire, enfin le résumé. Il y a un endroit de l'autre côté de l'océan où les hommes partent et d'où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs remplis d'or. Sur le vieux continent déchiré par les guerres, Johanna a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s'embarque pour ce nouveau monde plein de promesses, décidée à intégrer une expédition d'orpailleurs, mais sur place, elle déchante vite. Dans ces grands espaces froids et hostiles encore inexplorés, c'est la loi du plus fort qui règne, et personne ne veut d'une femme dans son équipe. Qu'à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend pourtant pour compagne de voyage une chienne qu'elle a libérée d'un maître cruel, avant d'être rejointe également par Opa et Tala, 2 femmes natives fuyant Matway, un chercheur d'or prêt à toutes les violences pour assouvir sa cupidité. Elle s'engage alors dans une course contre la montre. Il faut rentrer avant que l'hiver n'ait recouvert de son manteau mortel ce territoire des loups tout en évitant les hommes qui haïssent les femmes. Les couleurs, le dessin est magnifique. Vraiment, excusez-moi, je dois avoir un petit poil dans la bouche. Les couleurs sont magnifiques, le dessin est très beau. L'histoire est intéressante aussi. Encore une fois, personnage féminin qui décide de prendre sa vie en main, de changer, de faire quelque chose de sa vie. Et qui se retrouve face à la haine
comment dire ça, aux hommes en fait, hein, et à leur violence physique, mentale, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et moi c'est sympa, je dirais que l'histoire est sympa. Après encore une fois, faut voir comment c'est mis en place. Mais étant donné que c'est un roman graphique, je pense que c'est très joli à voir. La suite, l'Institut des Benjamines de Anne Simon, de 128 pages, édité par Misma ou Misma, je sais pas comment on le prononce. Disponible le 6 mai 2022. Vraiment, la couverture, elle est trop bizarre. Enfin, le personnage avec ses grands cheveux, son nez, enfin, c'est super étrange, mais voilà. Alors, ça peut être simplement... comment dire ça? Ça peut être original. Voilà, ça sort des cases, c'est intéressant. Alors, Boris est au pouvoir et Simone, qui le déteste, fulmine. Toujours aussi habité, l'ancien bras droit et être ex-secrétaire d'Aglaé est bien décidé à contrer ce fils despotique et misogyne qui s'est imposé à la tête du pays en le faisant sombrer dans l'alcool et la misère. Pour cela, elle va créer le grand projet de sa vie, l'Institut des Benjamines. Avec Rita, sa fidèle assistante, elle kidnappe les petites filles croisées sur leur chemin et les séquestre dans un pensionnat caché au fin fond d'une forêt. Simone, qui se fait appeler le directeur, impose à ses disciples une éducation stricte, sans aucun libre arbitre. Devenus adultes, les Benjamines formeront une armée rebelle et redoutable qui réalisera le fantasme de leur maîtresse à penser, renverser le dictateur. Mais une fois encore, l'avenir du pays, Marilyn est incertain qui désormais s'emparera de la couronne. Alors c'est très intéressant parce que là on a affaire à une femme qui subit des violences et qui elle-même recrée ce schéma derrière pour se venger. Donc au final elle n'est pas beaucoup mieux que le dictateur. Hein. Et la dernière BD, c'est Spirit tome 2, Obsession. Spirit me faisait penser à un cheval. Je crois qu'il y avait un cheval qui s'appelait Spirit. Au début, je crois que c'était ça, mais pas du tout. Hein. La couverture, ça n'a aucun rapport. Vraiment aucun rapport. Hop. Édité par Dracou, écrit et probablement aussi dessiné par Mara. Mara me dit quelque chose. J'ai déjà dû voir des choses avec Mara. Je me souviens plus, mais le nom me dit quelque chose. Donc 64 pages pour une BD, c'est raisonnable. Hein, c'est ce qu'on trouverait généralement. Disponible le 4 mai, je vous lis le résumé. New York 1931. Les fantômes existent. Les spiritologues les étudient. Boris Voynich, spécialiste des ectoplasmes, est assassiné sous les yeux de son jeune protégé, Ian Davenport. Le chasseur de fantômes s'associe avec une journaliste, Nell Lovelace, afin de résoudre cette sordide affaire. Ensemble, ils mettent la main sur des informations capitales lors d'une soirée de gala qui devient la cible du terrifiant et énigmatique meurtrier de Boris, Arthur Harroway. Obsédé par une féroce vendetta personnelle, il capture Ian et Nell et les emmène à bord de son dirigeable géant. Les deux prisonniers échafaudent alors un plan d'évasion désespéré en compagnie d'une autre captive, l'aviatrice Mary Pickett. La couverture est sympa, les couleurs j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on retrouve énormément de... Excusez-moi. J'ai l'impression qu'on retrouve que c'est très à la mode de retrouver... ou d'écrire tout simplement, de dessiner des œuvres du siècle passé. Parce qu'on en a beaucoup en ce moment. Et notamment en policier, comme on a vu au 19e siècle, on en a beaucoup. 19e. Donc ça doit être à la mode. Voilà. Étant donné que c'est le tome 2, il y a un premier tome qui pourra vous mettre dans l'ambiance. Personnellement, ça a l'air sympa. Alors là, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui me convainc à fond. Mais l'histoire est intéressante. Voilà. Hop, attention. Ah, mais t'arrêtes de bugger, toi. On arrive au fantastique / fantasy. Parce que je mélange les deux, forcément. On n'a pas grand-chose. On a 3 œuvres, pardon. Mais il y en a une particulièrement. Je dirais que c'est peut-être l'œuvre... Allez, comment dire ça? Peut-être l'œuvre qui me tente le plus dans cette semaine de la Gazette. Ah non, j'étais en train de réfléchir, je faisais autre chose à côté. Alors, Léa Bardugo, qui est auteure très connue déjà, va sortir La 9e maison. Pour ceux qui connaissent pas Léa Bardugo, c'est elle qui a fait Grisha.
celle qui a fait les 3 livres Grisha. Il y a même la série sur Netflix du coup, et qui est très bien, même si les livres sont meilleurs. Voilà. Donc Léa Bardugo sort La 9e maison, 544 pages, c'est plutôt pas mal. Édition J'ai lu. Personnellement, étant donné que je connais la qualité, celui-là a l'air un peu plus sérieux que les autres. Excusez-moi, il y a des petites mouches qui se promènent. Celui-là a l'air un peu plus sérieux que Grisha. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Allez. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la Maison de l'été. Sa société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme, dans cette position enviable quoique dangereuse, a un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. Donc là, je dirais que c'est plus dans un contexte plus contemporain et potentiellement aussi plus réaliste parce que l'université d'Yale existe, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça a l'air intéressant. Voilà, faut voir. Hop, on arrive. Les Enfants du Graal, tome 3, La couronne du monde. Je crois que j'avais déjà présenté Les Enfants du Graal où j'avais failli, mais je l'avais pas mis dans ma gazette. Je sais pas pourquoi. J'étais pas convaincue en fait. Donc le tome 3 qui sort, écrit par Peter Berling. Je ne connais pas le nombre de pages, c'était pas précisé. Éditeur Brajlon, qui sort le 4 mai. Je vous lis le résumé tout de suite. Rock et Yeza, les inséparables frères et sœurs qu'on surnomme les enfants du Graal, ont échappé aux atrocités des croisades, à la mainmise des pouvoirs religieux et aux ordres secrets d'assassins afin de poursuivre leur mission de paix à travers l'Occident. Mais un nouvel ennemi se profile, venu cette fois des sauvages steppes orientales. L'empereur mongol lui-même a appris leur existence et ne reculera devant rien pour les capturer. De Rome à Karakorum, Rock et Yeza et leurs alliés se retrouvent bientôt à nouveau emportés dans le tourbillon tumultueux de l'histoire. Personnellement, je suis pas trop fan de ce genre d'histoire. Le fantasy, je suis pas très fan. Il y a très peu d'œuvres que j'aime bien. Ça dépend en fait. Là, ça les place pourtant dans un contexte, je dirais, réaliste parce que on connaît Rome, tout ça, ça existe, mais je sais pas. Le résumé me donne pas trop envie. Peut-être parce que c'est les croisades et tout. C'est peut-être un sujet que j'aime pas trop, à mon avis. Hein. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, si vous avez lu les 2 premiers tomes, le tome 3 sort le 4 mai. Et nous arrivons dans le dernier de la catégorie, Le secret du roi de Marie Valente, ou Valente, tout simplement. Éditeur Brajlon aussi, qui sort le 4 mai. Et encore une fois, je n'ai pas le nombre de pages. Je pense que c'est l'éditeur qui fait ça, hein, qui ne donne pas le nombre de pages. Je vous lis le résumé tout de suite. Le roi vient de vous mettre au secret, Hippolyte Darcy. Votre vie appartient à la couronne à présent. Dans un Paris où les courtisanes le palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une mode de lycanthrope, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale. Maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplé de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Un honneur à double tranchant, c'est la promesse de 1000 aventures épiques, mais aussi le risque d'éventer son plus grand secret. Car sous ses dehors rustiques et derrière sa redoutable épée, Hippolyte est en réalité une jeune femme. Quel scandale si l'on apprenait que l'agent du roi lui-même n'est qu'une fille de bonne famille et libertine avec ça. Mais on ne devient pas agent du secret sans un attrait immodéré pour les quêtes impossibles. Voilà. Je connais pas Marie Valente, Marie Valente, pardon. Personnellement, ça me tente pas trop. Après, le contexte est intéressant parce que là, du coup, on parle de Louis XV. Il faut voir un peu. Si c'est bien mis. Encore une fois, s'il y a pas une réalité, mais s'il y a j'en perds mes mots, dit-on qu'aujourd'hui. Si on a... j'ai le mot en anglais, c'est pour ça. Une accuracy historique, en fait. Si les faits historiques sont réels, si c'est bien suivi à la réalité, si ça part pas trop n'importe comment, enfin bref. L'histoire me tente pas trop, encore une fois. Mais je suis très pointilleuse, personnellement. Donc, voilà. Allez, on passe à la dernière catégorie. Et cette fois-ci, et oui, on a de la science-fiction.
C'est plutôt un avantage parce que ça fait plusieurs semaines qu'on n'en avait pas eu. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. Donc, on commence avec The Expanse tome 9, La chute du Léviathan. Donc là, alors c'est pas de la nouveauté, c'est la continuité d'une saga, mais je pense que c'est le dernier tome, hein, d'après ce que j'ai lu dans le résumé. C'est le dernier tome de James S.A. Corey. 560 pages, plutôt pas mal. Disponible le 4 mai 2022. Donc il y a 8 tomes. Si vous connaissez pas du tout, il y a 8 tomes avant à lire. Ça vous occupera pendant pas mal de temps, je pense. Je voulais le résumer. Les aventures de James Holden et du Rocinante touchent à leur fin. La série SF la plus importante de la décennie trouve un final éclatant dans cet ultime volet. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas vraiment de résumé de l'histoire, mais voilà. Pour ceux qui aiment, qui connaissent l'auteur ou qui ont déjà peut-être lu un tome de cette saga, si ça vous plaît, bah voilà, il y a le dernier tome qui sort, édité par Actes Sud. Voilà. Hop, on arrive au deuxième. Alors celui-là, j'ai cité aussi parce que je sais que Warhammer, c'est plutôt fantasy normalement. Mais là, étant donné que c'est Warhammer 40 000, Warhammer 40 000, c'est plus futuriste. Donc, du coup, je l'ai mis dans science-fiction. Mais théoriquement, ça pourrait aussi être un peu dans fantasy. Donc, on a Warhammer 40 000, La chair et l'acier. Écrit par Guy Haley, ou Haley, je ne sais pas comment ça se prononce. 448 pages, édité par Black Library, je ne connais pas. Première fois que je vois cette maison d'édition. Disponible le 4 mai, je vous lis ça tout de suite à l'heure. Né avec une cuillère d'argent dans la bouche, le probateur Simeon Noctis Saint-Charles a racheté les fautes de son passé, en se faisant le défenseur du petit peuple dans le district de Villefonte. Mais l'enfer urbain tentaculaire qu'est la ville-continent de Varangantua n'a aucune pitié pour les gens ordinaires. Lorsqu'un cadavre coupé en deux fait surface dans la zone neutre qui sépare Villefonte du monde acier, l'enclave de l'Adeptus Mechanicus qui la domine, Noctis se retrouve pris entre le marteau et l'enclume et doit résoudre l'enquête la plus dangereuse de sa carrière. Donc c'est un peu policier science-fiction. Voilà, dans un monde un peu futuriste. Personnellement, je n'aime pas du tout l'univers de Warhammer. Après Warhammer 40 000, étant donné que c'est plus futuriste, peut-être que ça va plaire à plus de gens. Personnellement, je ne sais pas. Bref, on arrive à notre dernière œuvre, qui est potentiellement 100% de la science-fiction. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de... de questions. Donc, le 10e vaisseau de Pierre Bordage, son nom me dit quelque chose, hein, j'ai peut-être déjà vu. Édité par Scrineo, disponible le 5 mai, je vais le résumer. Sur la planète Brûle, Livio Squirrel, capitaine de vaisseau, a été condamné à la prison en perpétuité pour meurtre et escroquerie. Au bout de 6 mois d'incarcération, il est convoqué par l'Exarchratie, le gouvernement de Brûle, qui lui propose de prendre part à une expédition dans la galaxie du Triangle, où les capteurs ont détecté les signes d'une activité cohérente, probablement intelligente. Aucun être humain n'ayant jamais mis les pieds dans une autre galaxie que la Voie lactée, le voyage s'annonce périlleux. La phrase a l'air drôle de sens, bref. 9 vaisseaux ont déjà été envoyés par l'Exarchratie en direction de ces mystérieux signaux et aucun d'eux n'est revenu. Si Livio Squirrel mène à bien cette mission, il sera libéré. Il me semble que j'ai coupé le résumé parce qu'il était vraiment très long. Et qu'en vrai, j'ai pas envie de savoir toute l'histoire dans le résumé. Hein. Enfin, bref, ça a l'air intéressant. Pas mal de voyages dans l'espace. Un personnage central un peu limite, on va dire peut-être anti-héros même, vu qu'il a été... Il a été condamné. Ça peut être sympa. Celui-là peut être sympa, vu qu'il est vraiment 100% dans la science-fiction. Je connais pas l'auteur, même si son nom m'a dit quelque chose. Hein. Je vous assure, je l'ai déjà vu quelque part. Du suspense. Un personnage douteux, de suspense, des voyages. Personnellement, je pense que ça réunit tous les critères pour faire une bonne science-fiction. Voilà. Donc, c'était le dernier livre de cette semaine. Donc, on en est à 30. Ce qui est plutôt pas mal, mais vraiment, j'ai dû en enlever plusieurs parce que sinon, c'était beaucoup trop long. Je pense que dans ma première recherche, j'étais à 41 livres. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop long et que après, ça fait des VOD d'une heure passée. Et les gens lâchent bien avant. Enfin bref, merci à ceux qui étaient là sur le chat. Merci à ceux qui regarderont la vidéo sur Instagram ou sur YouTube. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine gazette. Sinon, on se retrouve vendredi pour le vendredi lecture sur ma chaîne Twitch. Et ce sera aussi diffusé sur YouTube et sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.